Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc évidemment, nous tenons d'abord à remercier nos consoeurs, Raphaël Meunier et Marine Metz, pour la justesse et la légèreté voilà, de leur introduction. Nous voyons quand même qu'une grande diversité nous attend aujourd'hui, que les formats sont assez hybrides. Et dans tous les cas, on espère quand même que ça vous permette de participer de manière proactive à ce colloque. Voilà, c'est donc désormais à nous d'ouvrir le bal et d'amorcer cette grande réflexion autour du rôle de la communication face au rapport entre science et société, une tâche complexe et à laquelle nous avons souhaité répondre en 3 temps. Si on parle communication, il faut d'abord parler langage. Si on parle langage, alors il faut ensuite parler la même langue. Et si on parle la même langue, alors d'une certaine manière, d'où tu parles? Bien entendu, nous plaisantons, même si cette approche est effectivement celle que nous avons choisie. C'est à nouveau apporter un petit peu de légèreté à ce difficile exercice auquel nous allons nous apprêter aujourd'hui. Mais voilà, ne nous en voulez pas trop de nous permettre un peu certaines envolées. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet tout de même et de vous exposer ce que nous avons voulu dépeindre à travers l'idée de parler scientifique, prenons peut-être le temps de se présenter. Donc voilà, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Tout d'abord, je vous présente donc ma consoeur, Sarah Bendia. Bonjour, Et, pour ma part, euh, et je vous euh, présente, et pour ma part, je vous présente Liam. voilà, bonjour à tous également. Donc, suite à une licence de lettres modernes, Sarah et moi avons tous les deux poursuivi sur un master recherche en langue française. Et donc, d'une certaine manière, ça va faire bientôt 6 ans que Sarah et moi partageons les mêmes bancs. Alors, nous préciserons en fonction de nos choix analytiques les aspects de nos sujets d'études qui nous ont permis de caractériser chacun à sa manière le thème de notre présentation. Mais donc voilà, tout ça pour dire que nous sommes à nouveau tous les deux réunis pour ce colloque. Et comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi aujourd'hui, la langue sera ma mathématique. Évidemment, je plaisante. La langue sera mathématique. Voilà, je laisse donc la parole à Madame Bendia. Donc, pour revenir sur notre alliance de plomb et reformuler cela en d'autres termes, tout en gardant notre séquençage en 3 temps, voilà peut-être comment nous aimerons exposer notre objectif de manière plus explicite. Donc, tout d'abord, d'où vient la langue? S'il y a langue, alors il y a langage. Dans un premier temps, nous tenterons de revenir sur les origines mythologiques de la langue, de Adam et Ève jusqu'à la tour de Babel, afin de mettre en lumière les promesses et les désillusions qui semblent caractériser l'éventualité d'un langage universel. Ensuite, on va expliquer qu'est-ce qu'un langage, parce que s'il y a langage, alors il y a mécanisme, et on reviendra sur quelques définitions essentielles afin d'exposer d'une part ce que nous entendons à travers la notion de parler, ainsi que d'autre part les figures rhétoriques mises en œuvre pour construire un discours scientifique. Troisièmement, on vous présentera quelques cas d'études concernant les caractéristiques de la langue littéraire face à la langue scientifique à travers une étude de Lolita de Nabokov qui se trouve être ma spécialité. Voilà, nous tenons également à remercier Madame Isabelle Drouet qui nous fera aussi l'honneur d'intervenir pour nous apporter quelques nouvelles perspectives sur la responsabilité du communicant scientifique à la lumière de notre réflexion. Alors, la langue et le langage. Donc, commençons par le commencement. La Genèse, il était une fois au Jardin d'Éden. Voilà, j'ai donc été chercher, on va dire, la première trace mythologique d'un acte de parole mettant en œuvre un langage. Et on a cette citation-là par rapport à l'indication qui est donnée à Adam. De tout arbre du jardin, tu pourras manger. De l'arbre de la science, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. Donc voilà en tout cas ce qu'on a comme premier exemple de dialogue d'une certaine manière. Alors je me suis dit qu'on pouvait évoluer de manière graduelle et succinctement en répertoriant un petit peu de différentes approches. Donc tout d'abord, on peut voir sur le plan linguistique ce qui se dresse devant nous, à savoir rapidement un champ lexical qui met en scène une idée d'arbre et de jardin. Rien d'exceptionnel jusqu'à maintenant, comme vous pouvez le voir, l'extrait est assez court. On passe ensuite sur l'aspect rhétorique, avec la notion de pouvoir et de ne pas pouvoir. S'ajoute aussi l'idée que sont alliés la science et le bien et le mal, là où la parole, elle, semble jusqu'à maintenant objective. On poursuit à nouveau, on arrive sur une approche stylistique, et là on prend les figures qui sont un peu plus importantes, à savoir l'arbre de la science du bien et du mal, et un effet de style qui est à noter avec ce parallélisme syntaxique. Tu en mangerais,
tu mourrais. Et enfin, on arrive sur le plan un petit peu plus poétique avec cette notion de fatalité, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. Donc voilà en tout cas le premier exemple que nous pouvons mettre en lumière. On voit que cet acte de parole s'apparente davantage à un ordre et que justement on comprendra cela un petit peu dans quelques minutes, puisque au moment où Dieu parle à Adam, seul lui est sachant sur terre d'une certaine manière. Mais donc, il se fait que la Genèse est assez intéressante puisqu'elle nous permet de comprendre en fait comment se construit la langue. Et en dépit du fait que Adam n'ait aucune connaissance de la science du bien et du mal, il a des notions de linguistique puisque nous apprenons qu'il nomme les animaux, les oiseaux et les insectes. Donc ça, c'est au passage suivant. Si la slide peut passer. Donc l'homme appela donc de leur nom les bestiaux, tous les bestiaux, les oiseaux des cieux et tous les animaux des champs. C'est à moi de passer la slide. Voilà. Enfin, bref. Et donc, ensuite vient la femme. Comme vous pouvez le voir, elle arrive quand même assez tard dans la temporalité. Donc là, on a comme information sur la femme, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme parce que d'un homme, celle-ci a été prise. Alors, voilà, c'est un petit peu spécial, évidemment, comme manière, mais donc on comprend que Adam nomme tout ce qui passe sous ses yeux. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu spécial quand on passe en traduction, puisque homme et femme n'ont rien a priori de similaire. Le mot originel, cependant, de homme est ish, et le mot pour femme est isha. Donc, on comprend vraiment qu'il s'agit en fait de la forme féminine du mot. Voilà, je reviens sur la signification de chaque mot à chaque fois, mais vous verrez que tout commence à se dresser progressivement. On passe donc au troisième personnage, ou au quatrième personnage, on va dire, du jardin, à savoir le serpent. Qu'est-ce qu'on a comme information sur le serpent? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, qu'est-ce qui nous explique cette ruse? Déjà, c'est le seul qui sait parler de tous les animaux. Et en plus, on verra que c'est le seul qui sait aussi négocier. Alors, on prend du coup comme exemple le deuxième acte de parole qui met en œuvre un langage, là où le premier s'apparentait davantage à une notion d'ordre. Ici, on va vraiment avoir tout un dialogue qui tournera autour un petit peu de la perfidie. Donc, je vous lis ça rapidement. Est-ce que vraiment Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin, du fruit des arbres du jardin, nous ne pouvons manger, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourrez. Là, le serpent répond, vous n'en mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se désireront et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Donc là, voilà, on a une réponse de nouveau à ce qui s'est fait précédemment. Je repasse rapidement. Sur le plan linguistique, on voit que le champ lexical du jardin est toujours présent, ce qui nous permet de comprendre qu'on est toujours au même endroit. Sur le plan rhétorique, on a toujours cette notion entre aucun et tout. S'ajoute quand même l'idée d'un fruit à l'arbre, donc un aspect de récompense et une notion d'interdiction, puisqu'il y a le fait de pouvoir et de ne pas le pouvoir. Je note au passage que Ève répète mot pour mot ce qui a été dit auparavant, donc pour l'instant, elle n'est pas apte à penser d'elle-même, mais elle est apte en tout cas à retenir l'information. Et donc voilà que le serpent contredit la parole divine, vous n'en mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où, etc. Tout ça pour dire que seul, a priori, Dieu est sachant, mais le serpent a l'air quand même de connaître une partie de l'information. Sur le plan stylistique, nous poursuivons au degré supérieur des fruits des arbres du jardin. Donc de nouveau, ça c'est un petit peu une métaphore d'un paysage assez bucolique. Vous n'en mangerez pas et n'y toucherez pas de peur que vous ne mourrez. La notion d'interdiction et donc de condamnation. Et enfin, tout l'aspect sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. L'ubris, vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Voilà. Et après, de nouveau, la fatalité avec l'aspect poétique. Le jour où vous en mangerez, donc on a toujours cette fatalité. On voit quand même que la langue est quelque chose qui se construit de manière quand même assez naturelle au final. Enfin, je conclurai avant de passer à la tour de Babel sur le premier procès de l'humanité. Voilà le crime qu'on accuse, qu'on incombe à Ève depuis peut-être trop longtemps, sur lequel on pourra revenir. Alors, je vous lis ça rapidement. Où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le... Ah oui, donc Dieu demande, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Auquel Dieu répond, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et là, Adam répond, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et ensuite, Dieu demande à Ève, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu as fait? Et là, Ève répond assez rapidement, le serpent m'a dupé et j'ai mangé. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir sur cette évolution de dialogue? On a d'abord une question, ce qui est plutôt étonnant, puisque jusqu'à maintenant, on avait des ordres. Donc, on constate que maintenant que les humains sont devenus sachants, ils sont aptes à répondre à des questions. Et Dieu est assez intelligent, forcément, puisqu'il ne lui demande pas où te caches-tu, il lui demande plutôt où es-tu, dans l'espoir que Adam vienne à lui. De nouveau, hein, on part du principe que Dieu est au courant de tout, il est omniscient, donc ce qui compte, c'est pas vraiment le crime en soi, c'est plus la mise en scène qui tourne autour. Et ensuite, après que Adam lui réponde, il lui dit, qui t'a révélé ça? Est-ce que tu as mangé du coup de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? Et donc là, on a évidemment comme réponse l'homme dans toute sa splendeur à cette accusation. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc là, a priori, c'est un peu spécial puisque on voit vraiment qu'Adam fait tout pour ne pas être accusé de cet acte-là. Donc c'est en fait, déjà, c'est pas lui, c'est la femme. En plus, la femme en soi, c'est pas vraiment elle puisque c'est elle qui a été mise à cet endroit-là par Dieu. Donc on voit que c'est de la faute de tout le monde sauf de Adam. Là où Ève est un peu plus directe en disant tout simplement, le serpent m'a dupé et j'ai mangé. Donc on voit qu'il y a une transparence quand même au niveau des approches. Si je peux juste conclure, en tout cas sur ce premier procès de l'humanité qui met quand même en scène à travers quelques questions seulement, peut-être tout un rapport, en tout cas auquel on n'aurait pas encore de réponse, on voit quand même que même si d'une certaine manière c'est Ève qui a pris, on va dire, le fardeau de cet acte-là, étonnamment, c'est à Adam qui est posé la question d'ouverture. Voilà, donc qui c'est qui était le vrai coupable à la base? Enfin bref, on poursuit du coup. S'ensuit évidemment après toutes les malédictions, mais voilà, on arrive en tout cas à Babel, le plus grand projet apparemment de l'histoire de l'humanité. Et donc là, on a en fait le chapitre est assez explicite. Euh, Toute la Terre avait un seul langage et un seul parler. Donc ça, c'est plutôt pratique au niveau de la recherche, c'est qu'au moins on part d'un postulat très simple, tout le monde a la même langue. S'ensuit alors le passage clé. Le passage de la tour de Babel est assez court, mais donc voilà. Voilà ce que les hommes disent. Allons, dans le sens allons-y, hein, littéralement faisons-le. Bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit dans les cieux et faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Dieu ensuite voit ça et dit, voici que forment un seul peuple et ont un seul langage. S'ils commencent à faire cela, rien désormais ne leur sera impossible de tout ce qu'ils décideront de faire. Allons, descendons et ici même, confondons leur langage, en sorte qu'ils ne comprennent plus le langage des uns des autres. Puis Dieu les dispersa sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Là, en effet, Dieu confondit le langage de toute la terre et là, Dieu les dispersa sur la surface de toute la terre. Enfin, ouais, ça reste très solennel hein, comme écriture. Mais donc, ce qu'on peut voir, en tout cas ici, c'est que déjà, il y a la notion de science, puisqu'il y a la notion de bâtir. Donc, on sait en tout cas que la technique est arrivée au fur et à mesure de l'évolution humaine en dehors du jardin. On a aussi la notion de collectif. Voici que forment un seul peuple et ont un seul langage. Et donc, on a aussi cette promesse qui est qu'avec cette force d'impact, les hommes seront aptes à tout réussir. Et nous avons enfin l'aspect de confondons leur langage qui donne le nom à la ville, qui veut dire confondre, disperser. Et donc voilà, en fait, il se fait que c'est une langue qui s'explique en même temps qu'elle se construit. Et donc, c'est ça un petit peu la théologie, d'une certaine manière, revenir à la source, à l'origine des choses. Et après, on a, voilà, Dieu confondit le langage de toute la terre et Dieu les dispersa. Donc, il faut voir aussi que ça, c'est en réponse à l'ambition des hommes, puisqu'à chaque fois, il y a cette notion d'hubris, d'envie d'égaler les dieux, et là où Dieu est davantage à faire en sorte que cela ne soit pas possible, mais pour éviter d'une certaine manière, j'ai l'impression, aux hommes d'être la pire version d'eux-mêmes à la fin. Voilà, en tout cas, c'était une manière d'aborder, certes, c'est un petit peu abstrait, mais ça nous permet en tout cas d'avoir des bases sur la naissance de la langue, la création de langage, les différents types de langage sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, et les rapports qui se créent entre énonciateur et récepteur. Je laisse donc la parole à Sarah pour enchaîner sur la langue et les parler. Merci beaucoup pour cette explication, Liam. Maintenant qu'on a vu un peu l'origine de la langue et tous les rapports qui entrent en jeu, on va évoquer la notion de parler
Donc, on remarque qu'on est parti de la langue universelle vers les parlers, donc le pluriel. Le concept de parler signifie en linguistique généralement la variété de langues. Il peut aussi s'agir de registres de langue, à savoir populaire, courant, soutenu, etc. Ainsi, on s'intéresse aux variétés des discours scientifiques. On aurait très bien pu utiliser le terme langue scientifique, mais en choisissant parler, on situe la langue plus du côté de l'acte de langage, donc de l'action, et on le rentre dans un rapport intersubjectif, et donc un rapport de communication, un rapport direct avec l'allocutaire ou la personne à qui on s'adresse, comme on a pu le voir lors du premier procès de l'humanité. Mais la question c'est comment est-ce qu'on parle concrètement dans le langage scientifique? Pour répondre à cette question, il faudrait faire la distinction entre les 3 registres de persuasion dans la rhétorique, comme l'expliquait Aristote, à savoir l'éthos, le pathos et le logos. Donc, commençons par l'éthos, qui est l'appel éthique, qui repose sur la personnalité de l'orateur. Ce sont les éléments qui rendent légitime ou pas de prendre la parole. On peut en citer quelques exemples, par exemple l'élocution, le charme, etc. Si quelqu'un en blouse blanche vient nous parler dans un hôpital, on va plus facilement croire ses paroles parce qu'on va penser que c'est un médecin et donc il y a une sorte d'autorité intellectuelle. Ensuite, nous passons au pathos, qui est assez transparent, c'est donc l'appel à l'émotion. Ou l'émotion suscitée chez l'auditoire. Il s'agit de rendre ce que l'on raconte palpable et identifiable et de créer une sorte de connivence par les émotions, de jouer sur la corde des émotions en quelque sorte. Et finalement, le logos qui est l'appel à la logique et à la raison. Et d'ailleurs, ce qui est le plus mis en avant dans le langage scientifique, et d'ailleurs c'est pour ça que dans pas mal de sciences on trouve le suffixe logique qui vient de logos, et c'est donc la persuasion par la logique et par la rationalité. Ainsi, le but du discours, c'est de plaire en plus de convaincre. Aristote donne sa préférence au logos, sans grande surprise, étant donné que selon lui, c'est la dimension la plus objective du discours. Cette pensée s'est enrichie au siècle des Lumières et ensuite avec le positivisme, faisant du logos une sorte de parole supérieure de la science. Il y a une idéalisation de la science, surtout des sciences dures, étant donné qu'elle repose sur des faits que l'on peut vérifier, surtout par rapport aux sciences humaines. Mais maintenant, parlons concrètement et quelles sont les caractéristiques d'un discours scientifique. Donc, ces caractéristiques sont variables, mais il y a tout de même une sorte de consensus quand on lit un discours scientifique, comme par exemple l'usage de la terminologie qui peut être difficile d'accès, la définition, la redéfinition des concepts, les structures logiques, les coordinateurs, etc. D'ailleurs, les principes de cohérence et de clarté sont également primordiaux dans ce discours puisqu'on doit suivre une sorte de suite logique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en est de la littérature dans tout ça? Je voulais vous présenter un cas d'étude pour mettre en parallèle la langue littéraire et la langue scientifique. Comment est-ce que la littérature traite de certains sujets scientifiques? Et dans l'étude que je vais vous présenter, ça va nous permettre de voir comment certains cas pathologiques peuvent être retranscrits dans les discours littéraires et comment ce dernier peut nous amener à remettre en cause le discours lui-même, donc à avoir une sorte d'approche critique envers la langue et envers les orateurs. Dans ce cadre, je voulais prendre l'exemple de Lolita de Nabokov, tout simplement parce qu'il s'agit de mon sujet d'expertise, mais aussi parce que je trouve que c'est un des exemples les plus illustres de la manipulation langagière et du narrateur non fiable. Bon, qu'est-ce que le narrateur non fiable? C'est un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance, dû à sa façon biaisée de décrire les événements. Et bien sûr, puisque la plupart du temps, ce sont des récits ou des discours à la première personne, on a du mal à d'une personne fiable ou pas. Justement, une des raisons pour lesquelles le livre Lolita reste scandaleux et incompris jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de l'emprise qu'a le narrateur sur la langue. En effet, il sait très bien la manier pour parvenir à ses fins et pour nous convaincre. Rappelons rapidement le synopsis. C'est l'histoire de Humbert, qui est un homme trentenaire amoureux d'une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Dolores et qui l'appelle Lolita. Donc, un des enjeux de ce narrateur criminel et non fiable, c'est de persuader le lecteur qu'il est tout à fait sain d'esprit et de légitimer son amour criminel grâce à des techniques rhétoriques. Lorsqu'on entend déjà ce synopsis-là, tous ces termes paraphilie, pathologie, etc., on se dit, mais
c'est de la folie, qui croirait de telles paroles? Et pourtant, multiples sont les critiques et les lecteurs qui ont sympathisé avec Humbert, qui ont été dupes par sa parole, par son ethos parfaitement ficelé et qui sont rentrés dans son jeu de manipulation langagière. Le discours manipulateur est d'ailleurs un des symptômes que présente le personnage dans le récit et qui fait que l'on puisse le qualifier comme atteint de trouble de la personnalité antisociale, aussi appelée psychopathie ou sociopathie dans la société. Ainsi, comment est-ce qu'on définit ce trouble dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, sachant qu'il s'agit d'un ouvrage ayant comme but d'utiliser des éléments plus ou moins objectifs pour permettre aux chercheurs et aux cliniciens de diagnostiquer les individus? Comment cette parole, qui se veut scientifique, sans ces mots objectifs, s'illustre-t-elle subjectivement dans le LITA à travers le langage du sujet? Et qu'est-ce que cela nous dit de l'autorité du langage, surtout lorsqu'il est employé par un narrateur non fiable? Donc, pour définir un peu ce trouble, qui est le trouble de la personnalité antisociale, c'est un mode durable de conduite et de l'expérience vécue qui défie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu. La déviance de Humbert structure le récit, puisqu'il est incarcéré en hôpital psychiatrique au début du roman et en prison à la toute fin, pour meurtre. On va démontrer à partir de l'analyse d'indices textuels les manifestations concrètes d'un trouble antisocial chez Humbert dans le monde de la fiction, en partant des énoncés qui se veulent objectifs du DSM. Le trouble antisocial est un spectre qui décrit essentiellement, et je cite le DSM, un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui. Les sujets souffrant de cette maladie sont caractérisés par le manque d'empathie, la manipulation, l'incapacité à se confronter aux normes sociales, mais aussi aux normes de la langue avec laquelle ils jouent à leur guise. Dans cette étude, on va donc s'intéresser à l'aspect de la manipulation langagière et de la justification et la rationalisation des conduites criminelles. On revient un peu à cette image du serpent qui essaye de faire le sophiste et qui essaye de convaincre par des raisonnements fallacieux. Donc, pour ce qui est de la manipulation langagière, elle passe par l'éthos discursif, c'est-à-dire dans les discours, et l'éthos prédiscursif, ou tout ce qu'il y a autour du discours, comme la posture, l'élocution, etc. À la base, Aristote définissait l'éthos comme la crédibilité de l'orateur, qui est cette crédibilité qu'il inspire à ceux qui l'écoutent, donc la confiance qu'il peut avoir. Et ensuite, une définition plus moderne de l'éthos dans la linguistique, qui est ce que l'orateur prétend être par Maintenon. Et c'est simplement ce qu'il donne à entendre et à voir. Il ne s'agit donc pas d'un gage de fiabilité du narrateur ou de la parole. Et ça, d'ailleurs, il faut toujours le garder en tête quand on entend un discours. Donc, Humbert a un discours, un ethos manipulateur. Il dit en effet dans la première partie du livre, à la page 69, « Je n'ai que des mots pour me divertir ». Et il se divertit donc avec les mots. Ce n'est pas forcément dire la vérité. Il joue avec et il utilise la langue pour ses propres fins criminelles. Il est extrêmement doué pour ses jeux de langage, les calembours, les figures de rhétorique, pour impressionner et séduire le lecteur. Cet ethos prédiscursif et charmeur impressionnant est l'un des symptômes du trouble antisocial, comme on le lit dans le DSM. Ils peuvent être charmeurs, superficiels et séducteurs et avoir la parole facile, par exemple en utilisant des termes techniques ou spécialisés qui peuvent impressionner un profane. D'ailleurs, cette description correspond parfaitement à l'éthos de l'intellectuel que se construit Humbert dans les discours, dans le but de charmer et de rendre ses actions plus acceptables. Mais comment est-ce qu'on peut imiter facilement la parole scientifique et rendre une parole biaisée plus convaincante? Bon, là, je ne suis pas en train de vous donner des conseils pour faire les sophistes et pour rendre des paroles biaisées plus convaincantes, mais Humbert répond tout de même à cette question. En effet, il est assez facile d'utiliser du décorum du langage pour ajouter une valeur persuasive au discours. Rappelons que le décorum est ce qui est adéquat, ce qui convient dans la rhétorique classique, dans la poétique d'Aristote. Cela désigne l'adéquation du style au sujet. D'ailleurs, si on nous présente un papier qui est dans un format très scientifique, avec juste une apparence très scientifique, on aura plus tendance à le croire que s'il y avait des paroles vraies qui sont écrites, mais d'une manière tout à fait brouillon, etc. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, les méthodes de persuasion par lesquelles passe Humbert, on a tout d'abord la terminologie. En effet, dans le discours scientifique qui est spécialisé et orienté vers un domaine en particulier, on trouve
la terminologie de chaque discipline. Des mots comme par exemple, je cite Humbert, pharmacopienne, séraphin, philistin, solécisme, syncope, trochaïque. Et c'est fait exprès au fait qu'on ne comprend pas ces mots quand on n'est pas spécialiste parce qu'ils lui donnent juste une certaine contenance. Puisqu'on ne comprend pas, on se dit que cet orateur-là, au fait, il est plus élevé intellectuellement que nous et on est porté à le croire. Ensuite, il passe aussi par des mots, des archaïsmes, des mots archaïques qui donnent une tonalité extrêmement élevée. Ensuite, il multiplie les éruditions, les emprunts à des langues anciennes, notamment au latin, mais aussi à l'allemand, à l'espagnol, etc. Donc, par sa maîtrise de différentes langues, il impressionne le lecteur en quelque sorte. Ensuite, il use des arguments d'autorité, les titres d'œuvres qui peuvent aussi faire guise d'arguments d'autorité, les emprunts, surtout à la langue française. Il faut rappeler que Lolita s'écrit en langue anglaise, donc le français a une sorte de mythe au fait, autour de l'image de l'intellectuel français qui est extrêmement esthétisé. Donc, toutes ces éruditions participent à la création d'un ethos d'un intellectuel français qui est une image fantasmée dans l'univers états-unien du roman. Ces multiples références permettent de créer une image distinguée de Humbert. Et bien sûr que maintenant que je vous le dis, vous voyez un peu grossièrement comment ça se déroule, mais en fait, quand on lit le livre, on ne s'en rend même pas compte parce que c'est écrit d'une manière tellement fluide et parce que son discours est vraiment convaincant. Donc, je vous invite à lire le livre si ça vous intéresse. C'est comme ça que Humbert se construit un ethos d'autorité intellectuelle par le bilinguisme, par l'érudition, par l'éloquence, et il contribue à séduire le lecteur, surtout dans le cadre d'une première lecture, parce que Lolita, c'est un livre qui se lit plusieurs fois et pas une seule fois, pour des raisons de manipulation langagière. Donc, rappelons aussi que ce personnage ne cesse de tenter de justifier ses comportements criminels, par exemple en recourant à des citations ou en se référant à des civilisations anciennes qui peuvent avoir une sorte d'autorité morale sur la conscience commune. Donc, il recourt à des sophismes. Je vous ai mis là une citation, il parle de la loi romaine qui était adoptée par l'Église et qui permettait à une jeune fille de se marier à 12 ans. Donc, il essaye de relativiser au fait sa paraphilie, qui est la pédophilie, en prétextant que dans la loi romaine qui était adoptée par l'Église, les jeunes filles pouvaient se marier à un âge très précoce. Donc, en mettant en place un narrateur non fiable, Nabokov démontre le danger du langage qui, entre les mains d'une personne malveillante, peut être détourné. Et donc, c'est là qu'entre toute la responsabilité de l'énonciateur, mais aussi notre responsabilité à nous de sensibiliser à toutes ces questions-là pour toujours garder son esprit critique en veille. Et donc, il est important de toujours avoir sous les yeux le but de la rhétorique qui est celui de la persuasion, mais parfois, ça peut être à n'importe quel prix et donc en usant de différents stratagèmes qui n'ont pas pour but de donner la vérité, mais qui au contraire cherchent à noyer le poisson un peu et à nous perdre. Donc, voilà, maintenant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Désolée d'être passée un peu rapidement. Je reste, moi, Iliam, bien sûr, à votre disposition pour toute question. Et voilà une éventuelle intervention de Madame Drouet. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Merci beaucoup à tous les deux. Très intéressant sur finalement la parole scientifique comme parole possiblement détournée, voilà, comme parole potentiellement manipulatrice. Le lien entre science et persuasion. Voilà. C'est des choses qu'on a pu voir effectivement pendant la crise sanitaire avec un flou entre la parole scientifique et la parole politique dans les médias, sur les plateaux de télévision. Je pense que finalement, en toile de fond de votre intervention, il y a cette idée qu'il est parfois difficile de séparer parole scientifique, parole politique, parole intime. Puisqu'on voit parfois que la parole scientifique dans les médias a également un rôle
de modification des modes de vie. On le voit par exemple, on l'a vu sur la question du sida, peut-être pour le mieux, mais on le voit sur d'autres questions, avec des études qui paraissent pourquoi il vaut mieux dormir 7h30 la nuit et pas 7h ou 8h ou 9h, etc., pour être plus intelligent. Enfin, il y a cette dimension, je caricature un peu bien sûr, mais il y a cette dimension qui peut jouer et qui est intéressante. Voilà, je vous remercie beaucoup. Peut-être je laisse la parole à Isabelle Drouet, si vous voulez nous dire un mot.